Vous écoutez le libre journal de la transmission dirigé par Valérie Daubigny, émission préenregistrée le 6 juillet 2021 et diffusée sur Radio Courtoisie lundi 26 juillet 2021 de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans le libre journal de la transmission. 1h30 avec 3 femmes engagées au service du bien commun à travers des moyens variés qu'elles vont nous décrire autour de la question de la féminité, de l'éducation affective, de l'altérité. Le but de cette émission est de trouver par elles des clés d'éducation, de clarification pour nous et pour les jeunes dont nous avons la charge. Le contexte actuel est très idéologisé, je ne vous apprends rien. La transmission en matière d'identité est polluée par des prismes déformants qui altèrent le jugement des éducateurs et des jeunes. Nous allons voir ensemble, dans ce contexte, en quoi l'idéologie féministe, dans ce contexte hypersexualisé diffusé par les réseaux sociaux et les supports culturels, l'abandon des permanences, des évidences, le vote récent d'ouverture de la PMA aux femmes homosexuelles ouvre à toutes les dérives dans l'engendrement, le don de la vie. Alors, loin de nous désespérer, le regard lucide que mes invités vont nous aider à porter sur notre temps va nous conduire à trouver des clés d'éducation, je n'en doute pas, et ajuster le curseur au sujet des rapports hommes-femmes, de la place irremplaçable des femmes dans la société, la beauté de leur vocation dans une juste altérité. Dans le studio, j'ai la joie d'accueillir Anne Trouby et Anne-Sixtine Perardel, et au téléphone dans une vingtaine de minutes, Thérèse du blog Femmes à part. Anne Trouby, bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice des Antigones, auteure de Le néo-féminisme à l'assaut d'Internet, avec une préface de Claude Cholet aux éditions La Nouvelle Librairie. On vous suit aussi sur le Café des Antigones, sur votre chaîne YouTube. Et chers amis auditeurs, plus les Antigones auront d'abonnés sur leur chaîne Le Café des Antigones, et mieux elles seront référencées, donc vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Anne-Sixtine Perardel, bonjour. Bonjour Valérie. Alors Anne-Sixtine, vous êtes déjà venue à ce micro, tout comme vous, Anne Trouby. Anne-Sixtine Perardel, conseillère en vie affective et sexuelle, auteure de Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir, pour lequel vous êtes déjà venue dans cette émission. Vous passez beaucoup de temps et d'énergie dans les collèges pour rencontrer des jeunes, leur donner des pistes positives d'éducation affective et sexuelle. J'ai reçu récemment Maria Hernandez Mora Ruiz del Castillo, psychologue clinicienne avec qui vous avez créé l'association Déclic. Exactement. Pour penser les plaies causées par la pornographie et aider les personnes addictives à s'en sortir. C'était une belle émission, très forte. J'avais eu beaucoup de retours et bravo d'avoir créé cette association Déclic avec Maria. En plus, vous êtes très complémentaires toutes les deux. Donc voilà une présentation de vous deux qui me fait la joie d'être là dans le studio. Avez-vous des éléments à ajouter l'une ou l'autre à ce que j'ai pu vous dire, Anne Trouby, mère de famille, voilà. Oui, c'est vrai. Donc en plein dans le sujet. Anne-Sixtine. À part le fait que je suis basée à Paris, que j'ai un cabinet d'accompagnement justement pour toutes ces questions au-delà de la pornographie, les sujets d'affectivité, de relations et de sexualité sont très très vastes, et donc voilà, c'est souvent une manière d'accompagner qui est un peu atypique justement et qui permet d'aborder des thèmes qui sont peu accompagnés finalement. Donc pour vous retrouver Anne-Sixtine Perardel, chers auditeurs, vous tapez simplement anne16perardel.com, ou bien on peut vous écrire à bonjour@anne16perardel.com. Exactement. Pour avoir des réponses précises. Vous-même, Anne Trouby, pour vous retrouver, c'est les Antigones.
Alors, nous sommes présentes, nous avons un site internet et Oui. nous sommes très présentes, nous relayons tous nos contenus sur notre Facebook, qui reste notre canal de diffusion principal. Donc là aussi, comme vous disiez, pour le YouTube, en fait, les likes, les commentaires, etc. Sont un très bon moyen de nous soutenir à peu de frais, parce qu'évidemment, ça augmente notre visibilité. Et puis c'est essentiellement le YouTube et voilà, le Facebook sur lesquels nous diffusons nos réflexions. Et après, c'est toujours possible de nous écrire un mail sur contact@antigone.fr, lesantigones.fr. S'il y a des questions, voilà, contact lesantigones.fr. Nous redonnerons tout au long de l'émission ces moyens de vous contacter les unes et les autres. Nous avons le temps de réactivité de mère de famille, mais nous répondons. Voilà. Donc s'il y a des questions précises, voilà, on fait des conférences un peu sur demande aussi, des interventions. Voilà, vous êtes toutes les deux conférencières, on peut vraiment faire appel à vous. Enfin, je crois que ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le néo-féminisme qui envahit tout l'espace sur Internet. Eh bien, il y a de belles figures et de belles figures qui répondent présents. Donc, si on ne les sollicite pas, nous sommes tous à côté de notre mission. Pour commencer, Anne Troubi, en quelques mots, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur ce que nous avions abordé ensemble lorsque vous étiez venus en décembre. Nous avions parlé de l'instruction en famille qui était en péril. Alors là, 7 mois plus tard, où en sommes-nous en quelques mots, Anne Troubi ? Eh bien, elle l'est toujours. Elle est toujours en péril. Alors, le processus de vote d'une loi est extrêmement long et de plus en plus complexe, en fait. Donc, quand j'étais venue, donc, la proposition a été faite par le gouvernement, relayée de manière très mensongère par les médias, et le Conseil constitutionnel avait donné un avis négatif. Donc, la proposition avait été amendée. Alors, c'était un petit peu des arrangements cosmétique, puisqu'on était passé à un refus total à un régime d'autorisation avec exceptions, mais les exceptions c'est pour pratique intensive du sport, de la musique, itinérance de la famille, et puis il fallait qu'elle se soit validée par l'académie, etc., etc. Autant vous dire que pour rentrer dans les clous, c'est compliqué. L'article a été refusé par le Sénat. Gros scandale, on a cru une victoire. Donc, il y a eu une commission mixte paritaire qui a été un échec. C'était peut-être le moyen d'avoir une conciliation, de trouver un juste milieu. Aujourd'hui, avec l'échec de cette commission mixte paritaire, la main est au gouvernement. Étant donné que c'est eux qui ont fait cette proposition et qui sont dans une voie globalement extrêmement liberticide et de contrôle des familles, l'horizon est un petit peu noir sur cette question. Après, il s'agit de ne jamais se démobiliser sur des votes de loi, parce que tout simplement, il y a ce qu'a fait le Conseil constitutionnel en amont, c'est un avis. Le Conseil constitutionnel, sa décision définitive, elle n'intervient que en aval de la loi, puisqu'il faut que le texte définitif soit voté pour que le Conseil constitutionnel puisse donner un avis définitif. Donc, il y a cette porte-là, et puis par ailleurs, il y a ensuite la question des décrets d'application, etc. Il y a un certain nombre de lois qui sont votées, permettez-moi l'expression, pour la gueule, et qui finissent par n'être jamais appliquées. C'est d'ailleurs une belle spécialité française. Donc, il y a toujours, des voies, il y a toujours une marge de manœuvre, où qu'elle soit, et puis après, n'oublions pas que même si elle était votée, eh bien, les lois, ça se vote et ça se supprime. Ça se supprime. Donc, ne jamais abandonner ce combat-là, c'est ce que je disais la dernière fois. C'est pas seulement une question pour les parents qui font le choix de l'instruction en famille, c'est vraiment un enjeu symbolique et concret et bien réel pour toutes les familles, puisque en fait ça enlève tout simplement la responsabilité parentale, dans la mesure où si on n'a pas les moyens d'exercer une liberté, en fait, d'avoir un choix dans l'exercice de cette responsabilité parentale, il n'y a plus de responsabilité. Voilà, vous nous expliquiez en décembre que ça change complètement le paradigme, en fait, là où jusqu'à présent les parents déléguaient l'instruction à l'éducation nationale. Là, maintenant, il faut qu'ils demandent la permission à l'éducation nationale de s'occuper de leurs enfants. Ça change tout. Et vous nous montriez combien ça changeait tout, avec des conséquences en chaîne qui peuvent aller extrêmement loin. Et ce sujet-là est extrêmement symbolique, extrêmement grave, puisqu'il est question de l'école. Alors après, là, je vous renvoie à notre site, sinon j'ai fait un très très long hors-sujet. On a énormément d'articles de fond sur la question de la liberté éducative. Et en fait, ça s'inscrit vraiment dans un cheminement très long de l'école républicaine et des attaques au hors contrat et à l'instruction en famille. Les attaques sont liées. Donc c'est pas parce que vos enfants sont bien au chaud dans un hors contrat pour le moment que
que voilà, il faut omettre cette liberté. Elles vont de pair en fait. C'est la liberté de choix générale qui est importante. Tout à fait. J'ajouterais pour conforter cela, Anne Trouby, que lorsque la Fondation pour l'école se bat pour la liberté pour le hors contrat, elle inclut l'instruction en famille dans son combat. Et on sait bien que tout est lié. Donc soyons vraiment vigilants et continuons à nous battre. Et puis formons-nous. Voilà, tout ça nécessite d'être formé. Par ailleurs, quand on ne sait pas que faire, il y a justement des associations déjà en place qui peuvent vous donner des choses très concrètes à faire. La Fondation pour l'école en est une. Nous, voilà, on fait un travail d'information, de sensibilisation. On n'a pas vraiment de moyens d'action et de pression concrets, mais il y a plusieurs associations qui existent. Donc la Fondation pour l'école en est une qui a un réel poids, donc il ne faut pas hésiter vraiment à aller leur poser des questions et les rejoindre. On peut aussi saluer tout ce qu'a fait SOS Éducation dans le domaine. Vraiment. Et puis là aussi, c'est carré, c'est clair. Là, on va chercher des arguments. Alors quand Anne Trouby dit « nous », elle parle des Antigones. Voilà. Donc, demandez-nous, allez sur le site des Antigones. Voilà. Bon, je vous laisse qu'on fasse ce petit point, puis on le refera régulièrement et restons effectivement tout à fait vigilants. Anne-Sixtine, pour commencer cette émission, Anne-Sixtine Perardel, est-ce que donc vous pourriez nous faire un petit bilan de votre année d'intervention dans les collèges, puisque je disais que c'est une de vos cartes, une de vos spécialités. Donc là, on est à la pause estivale. Quel bilan faites-vous de cette année 2020 ? Eh bien, écoutez, je faisais justement en préparant cette émission le total du nombre d'élèves que j'avais rencontrés. Et cette année, un peu moins avec les histoires de Covid, où j'ai fait un peu moins de conférences, un peu moins de gros groupes, etc. J'ai quand même rencontré 2500 jeunes dans l'année, avec un schéma d'intervention bien plus qualitatif, parce que exclusivement en grand groupe. Les grosses conférences étant très compliquées à cause des restrictions sanitaires, eh bien, tous ces 2500 élèves m'ont rencontré minimum 2 heures en petits groupes d'une quinzaine d'élèves. Donc, c'est un travail de fond qui a été possible, qui me réjouit parce que j'ai pu constater aussi au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure aussi des témoignages des élèves qu'ils avaient besoin de ces interventions, que ça les réjouissait, que ça leur faisait du bien, qu'ils étaient heureux de découvrir un peu plus qui ils étaient. Moi, j'approfondis, je suis vraiment spécialisée sur la construction de leur personnalité. J'interviens du CM2 pour l'explication de la puberté jusqu'à la terminale. Donc, c'est assez varié, en fait, en termes de public, en termes de demandes, en termes de sujets à aborder. Et c'est vrai que tous ces thèmes, notamment liés à la construction personnelle, l'estime de soi, la confiance en soi, les élèves ont soif réellement d'accompagnement sur ces thèmes. Et voilà, et je trouve que nous avons pu aussi revenir un petit peu sur cette question du confinement, sur l'impact que ça avait pu avoir. J'ai eu la joie de constater à quel point le confinement avait, pour certaines familles, apporté vraiment une manière de ressouder les liens dans les familles qui n'étaient pas forcément, qui ont été coincées dans la même maison ou dans le même appartement pendant un long moment. Et les élèves ont, pour certains, vraiment témoigné de la richesse de cette expérience. Après, d'autres, non pas, je ne vais pas faire de généralité, mais ça m'a quand même marqué de voir à quel point cette attente, finalement, cette attente intérieure de l'enfant, qu'on le prenne en compte, qu'on soit présent, que les parents soient présents et pas au travail tout le temps ou des choses comme ça. Le confinement a permis de changer un peu le paradigme familial. C'est bien que vous le disiez, Anne-Sixtine Perardel, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à noircir les choses. On se dit, non, les enfants ils étaient dans leur chambre, sur leurs écrans. C'est pas vrai, finalement. C'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour tout le monde. Voilà. Alors, il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse où tout le monde était bien, où le confinement s'est passé bien pour tout le monde. Mais j'ai trouvé quand même que ça avait réveillé certaines familles. Et je travaille dans toute la France, donc c'est vrai que j'ai quand même un panorama assez large sur les familles. On n'est pas que sur Paris ou banlieue parisienne, voilà. Et je trouve que de manière générale, certaines familles ont eu la chance de redécouvrir un peu ça. Après, voilà, c'est aussi à la fin d'une année et demie d'intervention, d'une année et demie, de confinement. C'est vrai qu'il y a une fatigue générale des élèves. C'est vrai que les masques H24 quand on est à l'école, c'est fatigant. Ouais. Y a quand même un climat anxiogène depuis 1 an et demi qui est pesant pour les élèves. Donc c'est un peu ambivalent. Vous voyez, il y a une part de joie parce qu'ils ont redécouvert qui ils étaient, leur famille, leurs relations. Et en même temps, ce côté un peu pesant de la réalité, toutes ces restrictions qu'on a dû subir, etc. Voilà. Petite conséquence aussi, puis pour terminer sur notre premier sujet, Anne Trouby, beaucoup de parents, à l'occasion du confinement, se sont rendus compte de la faiblesse des contenus scolaires de leurs enfants
Et beaucoup de parents se sont dit, mais finalement, on va s'en occuper. Ça leur a donné envie de faire l'instruction en famille au moment où le gouvernement le restreignait. Il y en a qui ont trouvé les moyens aussi de le faire, et puis les contraintes économiques. Bon, après, là, j'ai pas de chiffres statistiques, mais en fait, je prends mon propre exemple. Moi, avec les enfants à la maison, c'était impossible de travailler. Ouais. Et et on trouve des arrangements, en fait. On se rend compte que ce qu'on pensait être absolument incontournable, en fait, se contourne, et qu'on trouve des moyens pratiques et des solutions pratiques à peu près tout, en fait. Exactement. Faisons confiance. Alors, chers amis, nous allons accueillir Thérèse, qui est au téléphone, qui ne pouvait pas être dans le studio. Thérèse du blog Femmes à part. Bonjour Thérèse. Bonjour Valérie. Nous sommes ravis de vous entendre. Anne-Sixtine Perardel et Anne Trouby sont dans le studio. Elles vous écoutent et nous allons, après une petite présentation de vos supports, commencer notre discussion toutes les quatre sur la féminité, puisque c'est un sujet qui vous occupe également énormément. Et d'ailleurs, Thérèse, je parlais du blog Femmes à part, qui commence à être assez connu, qui est suivi par de plus en plus de personnes. On aurait pu penser que ça touchait certaines femmes, et en fait, on se rend compte qu'il y a une attente. J'aimerais que vous nous définissiez un petit peu votre axe, et puis que vous nous expliquiez en quelques mots comment vous en êtes arrivé à vous occuper de ce blog. Alors, bonjour aussi donc à Anne et à Anne-Sixtine. Merci de m'inviter aujourd'hui, Valérie. Alors oui, effectivement, au tout début, c'était vraiment un tout petit blog, j'allais dire un petit peu amateur, parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait un peu de la demande en termes surtout de tenue vestimentaire, voilà, que les femmes étaient un petit peu, manquaient peut-être d'équilibre ou ne savaient pas comment s'habiller de façon à la fois belle et en même temps, voilà, tout en restant décente. Et donc, j'ai un petit peu créé ce blog pour leur donner des conseils juste à ce propos-là, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, voilà, quand on creuse tous ces sujets du vêtement, on en arrive sur plein d'autres réflexions sur la féminité, sur la maternité, sur la place de la femme dans la société. On voit que tout est relié. Donc le blog s'est développé petit à petit, et puis comme vous le disiez, il y a eu vraiment énormément d'attentes et de demandes, et ce qui au début devait être vraiment, j'allais dire, un blog un petit peu amateur juste pour certaines femmes est devenu assez connu, comme vous le dites, et puis ça aide certains prêtres, ça aide certains pères de famille aussi par rapport à leur fille ou à leur nièce, à leur filleule. Ça aide beaucoup de femmes catholiques ou pas, parce qu'il y en a beaucoup, on sent, qui ont un manque, en fait, qui ne sont pas satisfaites avec ce que leur propose la société et ce que leur propose le féminisme, et sans adhérer totalement à la religion catholique ou à tous mes propos dans leur intégralité. En tout cas, elles y trouvent une certaine réponse à leurs attentes, tout simplement. Et comment vous êtes arrivée là, Thérèse? Quel est votre parcours en quelques mots, si ce n'est pas indiscret? Alors mon parcours n'a pas grand-chose, j'allais dire, à voir avec ce que je fais du coup maintenant, mais j'ai commencé par une licence de langue, donc d'anglais et d'espagnol, et ensuite je me suis spécialisée avec un master en communication. Et c'est vrai que ce master m'a aidé effectivement à être à l'aise à l'oral, avec les outils même de communication écrite, voilà, savoir avoir une ligne éditoriale, publier sur beaucoup de formats différents, s'adapter à son audience, etc. Donc c'est vrai que ça m'a aidé. Mais par contre, le sujet de la féminité en tant que telle, c'est vraiment mon expérience personnelle, ce que j'ai traversé, peut-être les manques que j'ai eus, ce qui m'a aidé, ce qui m'a soutenu, et puis ensuite voilà, ça s'est développé un peu tout seul, et je me forme en continu, j'allais dire, avec des livres, des conversations, et puis les nombreux débats qui ont lieu sur mes réseaux sociaux me poussent toujours à aller au fond de ma réflexion, en fait. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement la mayonnaise prenant, si je puis dire, vous êtes avec Femmes à part une sorte de passerelle entre des talents, de belles figures de femmes assez différentes. Et ça, je pense que vous commencez à être à la croisée des chemins de belles expressions, tout à fait ce qu'on cherche en antidote à ce néo-féminisme à l'assaut d'Internet que qu'Anne Trouby décrit dans son ouvrage de ces femmes qui occupent le terrain. Vous contribuez largement à l'occuper et à les mettre à créer ces passerelles. Je trouve ça très beau. Ça, vous devez sentir ça comme un privilège aussi. J'essaye en tout cas. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu dans mon coin, parce qu'en plus c'est un sujet assez spécifique finalement, la tenue vestimentaire, et puis comme au fur et à mesure j'ai un petit peu élargi mes sujets,
c'est vrai que voilà, j'ai été amenée à rencontrer pas mal de femmes, à en présenter certaines, présenter leur travail autour de thèmes très différents. Hein. On parle de beauté, on parle d'accouchement naturel, on parle de lutte contre la pornographie aussi. Enfin voilà, on présente vraiment des femmes artistes aussi. Donc vraiment plein d'initiatives différentes, de femmes qui ont des beaux parcours, qui ont des choses à proposer, qui ont des choses à apporter voilà, à toutes les autres femmes. Et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment très intéressant. Là, vous venez d'évoquer ces aspects très pratiques de la vie des femmes. Et Anne Trouby, à la fin de votre ouvrage, c'est ce que vous montrez. Vous dites finalement beaucoup de féministes ont occupé le terrain en abordant des sujets pas forcément très intellectuels, etc. parce qu'il y avait un besoin. Et à nous de répondre présent aussi. Et c'est un peu ce que vous faites avec les Antigones. Vous proposez des choses qui sont aussi concrètes sur la vie. Bah, c'est vrai que c'est aussi ce que vous faites avec tout le recensement de livres. Hein, oui. C'est une expérience partagée où en fait on se retrouve dans notre vie personnelle en tant que femme confrontée à des problématiques extrêmement pratiques. Le choix de livres pour les enfants, je l'ai eu. Et on se retrouve seul en fait avec très peu de réponses. La difficulté, c'est que pour un certain nombre de ces sujets-là, je pense aux questions des violences faites aux femmes ou de l'avortement, etc. Bah, il y a quand même ce petit réflexe Google. Et à ce moment-là, c'est ce que je décris dans l'enquête, tous les contenus sur lesquels on tombe sont des contenus féministes, avec certes des réponses pratiques, hein, des plateformes d'écoute, un vrai relais, mais qui s'appuient sur des prémices intellectuelles qui sont erronées. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, elles occupent un terrain et elles donnent des réponses, et que nous, et là c'est un nous qui décrit les partisans, on va dire, de la complémentarité homme-femme, n'occupons pas le terrain en fait. Et donc c'est bien beau de défendre la vérité, hein. Je pense que on est plutôt dans une forme de vérité en défendant la complémentarité, mais effectivement dans le quotidien en fait les femmes se retrouvent assez seules face à des problématiques pratiques. Et alors après, nous, Antigone, on fait un travail qui est quand même assez intellectuel, un travail beaucoup de formation intellectuelle, donc on fournit certains outils, mais on n'est pas capable, tout simplement parce qu'on n'a pas la compétence, on n'a pas la disponibilité de fournir un panel d'outils complet pour tout le monde. Et ce serait pas souhaitable parce que justement, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un foisonnement de contenu comme celui des féministes pour pouvoir créer un débat en interne, pour pouvoir créer des passerelles, un véritable écosystème. Moi, c'est ça que j'admire dans ce travail des féministes sur Internet, c'est que c'est un écosystème, donc c'est-à-dire une dynamique très naturelle de femmes qui ont répondu à leurs propres besoins, ceux de leurs copines, et ça évolue au fil de leur vie, etc., etc. Et c'est vrai que voilà, tout ce savoir très riche qu'on peut avoir, toute cette expérience accumulée, elle mérite d'être formalisée et mise à disposition d'autres pour justement occuper le terrain en fait. Et parce que je pense qu'au fil des parcours de vie de chacune, nous avons des choses à partager qui sont précieuses. Et puis, ce que vous montrez aussi dans votre livre, Anne Trouby, c'est que tous ces petits mouvements féministes, même s'ils sont effectivement, elles savent bien communiquer, elles sont pétillantes, elles aiment les mots. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est en général assez plaisant d'aller se balader sur leur. Mais bon, pas toujours, Diane, c'est le style Perardel. Bon, mais en tout cas, très vite, elles se tirent dans les pattes, je dirais. Hein. Et ça, c'est peut-être notre force. C'est que nous, peut-être de notre côté, même si nous explorons des voies différentes, etc., espérons-le, appuyons-nous peut-être sur cette capacité que nous pourrions avoir parce que nous sommes reliés par plus haut, hein, tout simplement. Peut-être d'être plus solidaires. Alors, j'aurais tendance à vous contredire. Chers auditeurs, vous ne voyez pas les regards ici, mais ça compte. Hein. Moi, c'est une des choses qui me désespère un petit peu, c'est justement cette manie, et qui me semble être un travers humain bien partagé, de se tirer dans les pattes. Où c'est vrai qu'on voit, je vois sur le travail que fait Thérèse sur Femme à part, plein de gens aller critiquer ce qui est fait parce que tout simplement, eux, c'est pas leur choix, alors que on peut toujours trouver un détail sur lequel on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord avec plein de choses dans certains articles, mais le travail est là, il répond aux besoins de plein de femmes. Après, on peut toujours, si on n'est pas content, on n'a qu'à proposer autre chose. Moi, c'est un des choses que je déplorais dans les commentaires qu'on nous a fait aussi sur Antigone sur Internet, c'est pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous faites pas ça, ah oui, mais là, il y a quelque chose qui me plaît pas.
Il y a une façon de le faire qui est plus ou moins agréable, c'est-à-dire que suggérer des choses, d'accord, aller critiquer en permanence, c'est lourd. Et par ailleurs, ce qui est bien, c'est aussi de saluer et de soutenir le travail qui est fait. Et chacune fait ce qu'elle peut aussi à sa place. Et il y a une tendance aussi plus dans les milieux qui défendent la complémentarité homme-femme, comme nous sommes, je pense, des amoureux de la vérité, à aller chipoter sur le moindre détail aussi. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut aussi pousser une autoroute de contenu, une masse critique, et ensuite on peut aller chipoter sur le détail, mais pour l'instant nous ne sommes pas en position de force, donc nous ne pouvons pas nous permettre d'aller chipoter sur chaque détail. Voilà. Alors en fait, je disais que Thérèse nous disait qu'elle a commencé par la question vestimentaire et également par son livre La féminité, moyen d'apostolat. Moi, j'aimerais bien interroger et que Thérèse discute avec Anne Sixtine. Anne Sixtine Perardel est très présente dans les collèges, essentiellement, Anne Sixtine. Collège-lycée. Collège-lycée. Cette question vestimentaire, est-ce que vous en parlez? Que disent-ils? Je pense que ça peut être intéressant pour Thérèse. Puis Thérèse, vous nous direz, vous, quels sont les retours des jeunes sur vos différents supports. Donc Anne Sixtine Perardel. Oui. Alors c'est vrai que la question vestimentaire se pose généralement par rapport à la question des filles qui viennent avec des mini-jupes, des croc-tops, tout ce qui va être en fait un peu polémique parce que justement va montrer le corps, va l'exposer d'une certaine manière ou même parfois un peu l'exhiber. Et c'est vrai que la question du corps, moi je vais l'aborder souvent parce qu'on me le demande en fait, c'est-à-dire, enfin je l'aborde de toute façon dans mes interventions, mais c'est vrai que parfois on me donne un peu la patate chaude, on me dit ah voilà il y a eu un problème, on sait pas, les filles débarquent toutes en mini-jupe, est-ce que vous pouvez nous aider à gérer la situation parce que ça va pas, etc. Mais en fait souvent c'est pas forcément expliqué vraiment aux jeunes, on leur dit tu mets pas de jupe comme ça et puis c'est tout. Et en fait ce qui est intéressant c'est que certains établissements du coup se disent il y a une parole à apporter sur ces thèmes justement pour essayer de discuter déjà avec ces jeunes, de comprendre déjà pourquoi elles ont besoin de mettre ces jupes, qu'est-ce que ça représente, parce qu'on s'aperçoit que souvent c'est une espèce de revendication. Donc travailler la notion de revendication est aussi un des moyens de comprendre ce qui se passe à l'adolescence aussi, comment notre personnalité se déploie aussi à travers notre habillement, et ça je pense que Thérèse l'a pas mal creusé justement à travers son blog. Et moi ce que j'aime dans ce travail sur le corps, c'est justement redécouvrir la beauté du corps et justement voir à quel point notre corps de femme est incroyable. Moi j'explique en CM2 l'évolution du corps, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de transmettre cet émerveillement vis-à-vis du corps et qui a été vraiment perdu en fait. Et je crois que c'est un des points sur lequel on peut rejoindre justement les jeunes filles, notamment sur cette question de l'habillement. Est-ce que mon habillement, quand je parle de pudeur par exemple, il y en a parfois qui hurlent au scandale et qui me disent que je fais de l'appel au viol, mais la notion de pudeur, ce qui est extraordinaire, c'est que justement c'est le juste milieu entre j'exhibe mon corps et je cache mon corps, c'est j'honore mon corps en fait, tout simplement. Et c'est le regard où je vais mettre en valeur le fait que je suis une femme par exemple, et je suis une femme, ce qui veut dire que j'ai une manière d'être, une manière d'exister qui est unique, et en plus je suis une femme unique, c'est-à-dire qu'après chacune va adapter aussi en fonction de sa morphologie, en fonction de son caractère, en fonction de son identité très, très, très particulière, très unique. Et c'est vrai que tout le vêtement est censé dire ce genre d'éléments. C'est ce que vous faites, Thérèse. Vous partez des personnalités, expliquez-nous. Exactement, c'est-à-dire que quand les femmes sont un petit peu perdues, quel que soit leur âge d'ailleurs, mais ne savent vraiment pas du tout comment s'habiller, déjà je leur dis la première chose, est-ce que vous connaissez votre morphologie? À quoi ressemble votre silhouette? C'est très matériel, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec des choses très profondes, c'est vraiment voilà comment on est faite et qu'est-ce qui va nous aller le mieux. Déjà se sentir bien dans ses vêtements. On a tendance aussi à l'heure actuelle, voilà, à toutes s'habiller pareil, il y a une certaine uniformisation alors que tout ne va pas à tout le monde, et en plus on porte des vêtements dans lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Quand je vois les filles qui sont en jean alors qu'il fait 35 degrés, je me dis bon, déjà elles seraient bien mieux avec une jupe, une robe ou un pantalon en lin par exemple, quelque chose de plus léger. Donc déjà essayer de retrouver vraiment la liberté dans le vêtement et de se dire, comme le disait Anne Sixtine, voilà, je suis unique et mon corps aussi, et là il faut que je m'adapte en conséquence. Et ensuite effectivement il y a aussi le style qui vient dessus, on n'a pas tout envie d'être, voilà, il y en a qui sont très chic, il y en a qui sont un peu plus bohèmes, c'est aussi en fonction de là où l'on vit, voilà, à la campagne, en ville,
Et ce que j'essaie de dire aussi, c'est qu'on s'adapte parce que voilà, on vit en société, notre vêtement envoie un message, qu'on le veuille ou non, que ce message soit envoyé consciemment ou involontairement, ou voilà. Mais en tout cas, on envoie un message, de même que l'uniforme du gendarme envoie un message, ou la soutane du prêtre. Donc nos vêtements envoient un message, et quel est le message que je veux faire passer? Est-ce que je veux dire que voilà, par exemple, je suis une femme, et je ne suis pas un homme, voilà, je suis une femme qui se respecte, ou je suis une femme qui honore son corps, comme le disait Anne-Sixtine, avec la juste place, hein, ça n'est pas de l'idolâtrie, mais tout simplement respecter ce corps que le bon Dieu nous a donné, et essayer de l'honorer le mieux possible à travers, entre autres, nos vêtements, et aussi évidemment après notre attitude, la façon dont on se tient, dont on parle, etc. Tout est lié finalement. Donc d'une certaine façon, être dans la réalité, dans le vrai. Je trouve que c'est une entrée très intéressante. Je voulais qu'on commence à discuter toutes les quatre, brièvement, mais voilà, on a tous dans le cœur cette douleur de cette loi qui permet l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes homosexuelles, et qui va, on le sait très bien, engendrer énormément de perte de repères, et puis d'expérimentations qui n'auront pas de bornes. Je voudrais vous demander à toutes les trois, à votre avis, comment on a pu en arriver là, en laissant de côté les permanences, les réalités, les règles immuables de la nature, et notamment oublier la distinction des sexes. Comment, petit à petit, on en est arrivé là? Anne-Sixtine Perardel. Mais pour moi, vous voyez, on parlait du corps, justement, de l'accueil de ce corps, de l'émerveillement vis-à-vis du corps. Et bien justement, je pense qu'un des points, un des éléments qui ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, un des Platon, c'est une problématique qui est extrêmement ancienne, de cette espèce de dualisme entre l'âme et le corps, de cette espèce de négation du corps, de refus des limites du corps, etc. Et c'est vrai que nous, en tant que femmes, quand on parlait de féminisme, on parlait de la féminité, en tant que femme, on expérimente dans notre corps un certain nombre de limites aussi, un cycle féminin qui n'est pas toujours évident à accueillir, etc. Et c'est vrai que la notion de limite, quand on, au niveau du corps, en tout cas, quand on la refuse, fait en sorte qu'on ouvre absolument à toutes les possibilités. C'est toute la notion de transhumanisme aussi qui se joue ici. À partir du moment où je n'écoute pas ce qui est limitant dans mon corps, en fait, tout est possible. Mon corps est simplement un objet que je vais transformer à ma guise en fonction de ma volonté. Et la notion de liberté, en fait, est un peu dévoyée. C'est-à-dire que je suis libre de faire ce que je veux. Mais ce que je veux, ça veut dire que je peux aussi détruire mon corps, je peux détruire ma manière d'être, je peux me faire du mal, comme je peux aussi faire du bien. Et vous voyez, pour moi, la liberté est justement cette capacité à choisir le meilleur pour soi. C'est pas exactement ce qui est transmis quand on est justement dans cette toute puissance du désir, toute puissance de la volonté qui ouvre toutes les possibilités justement. Anne Troubic, que voudriez-vous ajouter? C'est amusant, c'est exactement ce qu'on dit avec d'autres mots, avec une perspective plus philosophique et politique dans le Café des Antigones qu'on avait dédié à la loi bioéthique. L'idée, c'était de dire c'est un affrontement entre deux mondes, et comme vous dites, ce dualisme, il traverse toute l'histoire de la pensée occidentale. Après, on est à un moment de cette pensée où il y a clairement une prédominance d'un dualisme donc, qui sépare le corps et l'esprit, et ce que vous dites sur la liberté, c'est typiquement l'héritage de Sartre et Beauvoir. Et on hérite de tout ça, et c'est la pensée dominante aujourd'hui. Il s'agit de justement faire valoir notre vision du monde. Je réponds directement du coup à votre question. Pourquoi est-ce qu'on a un train de retard? Parce qu'en fait, l'unité du corps et l'esprit ayant été longtemps la pensée dominante et étant de l'ordre du bon sens, on a peiné longtemps à mettre les mots dessus. Et en fait, on a couru un peu après le train en marche. On s'est concentré à chaque fois sur le vote de la loi bioéthique. Mais en fait, le vote de les lois bioéthiques ont vocation à être révisées tous les 7 ans. Donc, on courra éternellement après un train en marche si derrière, on ne fait pas le travail de fond de reposer les bases philosophiques et politiques sur lesquelles nous voulons que la société se construise ou continue demain. Parce que sinon, voilà, de toute façon, nous ne faisons que repousser l'échéance. C'est ce qui se passe depuis le début de ces lois bioéthiques. Donc, si nous ne disons pas pourquoi nous voulons des limites,
Eh bien, de toute façon, elles seront éternellement repoussées. En fait, les principes directeurs qui sont posés sur ces lois-là, c'est le même principe que le droit positif, c'est-à-dire que de toute façon, l'homme en fait ce qu'il veut. Or non, ce qu'il nous faut dire absolument, c'est que l'homme ne fait pas ce qu'il veut. Sinon, c'est de l'hubris, et il se passe ce qui se passe dans les tragédies grecques, ce qui est peu réjouissant. Voilà. Et Thérèse, quel est votre point de vue, de votre point de vue au sens strict ? Justement, moi, j'allais partir comme Anne-Sixtine sur cette notion de liberté qui est très intéressante. Mais, donc, pour compléter, je dirais aussi, on est dans un monde complètement relativiste où, en fait, chacun a sa vérité et on n'a rien le droit d'affirmer. Chacun peut dire ce qu'il veut, penser ce qu'il veut, tant qu'il ne gêne pas trop l'autre. Donc, effectivement, c'est ça aussi qui va pousser certaines femmes ou hommes d'ailleurs à ne pas accepter qu'il y a aussi la nature, le bon sens, la morale naturelle, même quand on n'est pas croyant, je veux dire, il y a quand même des limites à certaines choses et c'est ça qui et d'ailleurs dans le vêtement, c'est là aussi que je repars de la notion de vérité mais aussi de beauté, parce que même la beauté par exemple, c'est une notion qui est complètement relative à l'heure actuelle et qu'on essaye aussi on lui fait prendre plein de directions différentes malheureusement en pensant que c'est totalement subjectif. Donc voilà, c'est un peu dans tous les domaines cette notion de relativisme, de libération, mais en fait on essaie de nous libérer de nous-mêmes en fait. Donc on nie notre nature, on nie notre vocation aussi et c'est ce qui se passe avec notamment toutes ces lois et on voit aussi que c'est relié à la vision que l'on a des hommes et de la paternité malheureusement qui seront de plus en plus inexistants ou alors complètement désavoués dans notre société et ce qui va faire énormément de mal. Les femmes pensent que ça va leur donner plus de pouvoir mais finalement je pense que ça va les rendre encore plus malheureux si nous n'avons plus d'hommes présents, que ce soit en tant que père ou en tant qu'homme viril tout simplement. Moi, j'aime beaucoup justement pour appuyer ce que vous dites, la fin de l'introduction, la fin de la préface de Claude Cholet au livre de Dan Trouby, Le néo-féminisme à l'assaut d'Internet. Je vous lis juste, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, la fin de cette préface. Il nous dit si les femmes, les filles, les sœurs souffraient non pas de l'excessive présence des hommes, mais de leur absence souvent criante, où étaient et comment étaient les pères, les frères, les oncles, les grands-pères de ces femmes devenues castratrices? N'est-ce pas de leur démission, de leurs absences, de leur lâcheté, de leur refus d'être vraiment des hommes que sont nées ces délectations moroses? Une partie du néo-féminisme contemporain se nourrit de ces carences. Des carences qu'elles veulent accentuer en se libérant une fois pour toutes des hommes. Une histoire où tout le monde est perdant. Hommes, mes frères, soyez simplement hommes, virils, sans chaîne d'or autour du cou et sans gourmette, galants sans obséquiosité, amoureux sans ridicule, protecteurs sans autoritarisme. Soyez vraiment père, mari, amant et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et il conclut Amen, parce qu'il était dans une grande envolée dont on ne changerait pas d'ailleurs une virgule. Mais ça m'amène à ma question suivante. Toutes les trois, moi j'aimerais que vous nous donniez des pistes et que vous donniez des pistes à nos auditeurs, des pistes d'éducation. Éduquer les garçons, éduquer les filles. On voudrait des garçons qui soient des vrais garçons. On voudrait des filles qui habitent leur féminité, qui soient fières, qui soient des belles femmes fières. Eh bien, comment fait-on cela, Anne Trouby? Il y a deux axes, à mon sens, essentiels pour cadrer, on va dire ça. Le premier, c'est respecter aussi les âges, le développement de chacun. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas s'inquiéter qu'un petit garçon de 3 ans vole le mascara ou le rouge à lèvres de sa mère. C'est normal, il l'imite. Et en général, il fait des traits d'Indien avec. C'est abominable, mais c'est vrai. Et donc, à chaque âge, voilà, sa manière d'apprivoiser justement la différence des sexes. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et la deuxième chose, c'est respecter et fournir les moyens d'une liberté au sein de ses limites. C'est-à-dire que moi, j'ai noté plusieurs choses autour de cette question au fil du temps. La première, c'est d'avoir une diversité de modèles. Parce qu'effectivement, la féminité comme la virilité peut se vivre de manière extrêmement différente, sans pour autant être obligé d'aller mettre le monde à l'envers. Et ces modèles, ils peuvent se trouver autant dans l'entourage, dans l'histoire familiale, dans les mythes, dans l'histoire religieuse,
dans la littérature. On a, par exemple, dans les choix des prénoms, je pense, qui sont censés renvoyer, qui renvoient autant à une étymologie, moi c'est quelque chose qui m'est très cher, et aussi pour tous les catholiques à un saint patron, mais aussi parfois à une histoire familiale. C'est autant de modèles qu'il s'agit de cultiver, des récits qu'on fournit à l'enfant, etc. Il y a quelques très bons titres qui sont sortis dernièrement, qui fournissent des galeries de femmes. J'arrive plus à me retrouver celui-là. Je vous le retrouverai, Valérie, par la suite. Il y en a un très très beau qui a été publié dernièrement avec des enluminures. Non, pas chez MAM. Par l'Institut Iliade, il me semble, avec des enluminures magnifiques. Voilà. L'Iliade, par exemple, l'Institut Iliade a fait de très beaux films qui sont vraiment enthousiasmants, qui montrent de beaux modèles de femmes, de beaux modèles d'hommes. Voilà, tout ça, ça fait partie de la petite pierre dans le combat culturel que nous pouvons tous apporter. Effectivement, il y a 3 plans, je dirais l'intellect, qui vient beaucoup plus tard, donc la formation intellectuelle. Donc là, voilà, nous on essaie de donner des clés avec Antigone. On a des émissions longues. Ça avait commencé notre travail sur la complémentarité par des conférences données aux enfants, par exemple. On espère continuer un petit peu ça. Il y a des pistes dans l'imaginaire. C'est extrêmement important l'imaginaire, avec justement ces modèles, tous les mythes anciens qu'on peut revaloriser, toute cette histoire très riche, enfin l'histoire de l'Europe. Il y a une liberté dans le vécu de cette complémentarité qui est énorme. Et puis, je dirais sur le physique, donner les moyens physiques de vivre correctement cette complémentarité, c'est effectivement ce que tout ce travail que vous faites, Anne-Sixtine, c'est apprendre à apprivoiser le corps et son prix, pour les garçons comme pour les filles, de façon adaptée à chaque âge. Et je pense aussi, sur un autre plan, à l'importance, on l'a dit, du regard du père, l'exemplarité des parents. Ça, on le dit beaucoup aussi dans les milieux, dans tout ce qui est préparation au mariage, dans les milieux catholiques, l'importance aussi de l'union du père et de la mère, de tout ce que ça représente en fait. Les hommes et les femmes en fait sont traversés par le masculin et le féminin, le mettent en acte pour leurs enfants en fait. Et puis évidemment le lien communautaire qui va permettre de diversifier ces modèles et d'apporter aussi des réponses à des cellules familiales qui peuvent avoir leur propre dysfonctionnement, à nos propres limites en tant que parents, et puis qui offrent un vécu de la mixité un peu plus large, saine. Voilà. On est dans un contexte où les modèles les plus proches sont parfois extrêmement abîmés. Donc vous avez raison de parler des mythes, etc. et de la complémentarité, de la diversité des modèles. Avant de vous passer la parole, Thérèse, je voudrais demander à Anne-Sixtine, qui rencontre beaucoup de jeunes avec qui elle peut évoquer cela, en tout cas qui le sent, comment vivent-ils tout ce matraquage? Comment tirent-ils leur épingle du jeu et la tirent-ils d'ailleurs? C'est une excellente question parce que c'est vrai que tout dépend de l'âge en fait de ces enfants. C'est-à-dire qu'au collège, ils vont être de plus en plus confrontés à ces questions maintenant. Mais c'est vrai qu'au lycée, la grosse difficulté, c'est qu'ils vont être encore dans cette immaturité affective qui fait que le modèle émotionnel ou la compréhension émotionnelle de ce qui se passe, c'est simplement émotionnel et non pas rationnel. Et donc discuter de ces sujets de position dans la société, de féminisme, vous parliez de guerre de sexe, et ben en fait leur expliquer ou leur apporter une pensée un peu différente de ce qui se passe dans notre société est parfois extrêmement difficile parce que ils vont vous dire je suis pas d'accord madame. Oui, mais je suis pas d'accord et pourquoi? Et la question c'est pourquoi? Et souvent moi je leur dis mais voilà, donnez-moi vos objections, vos contradictions, ce que vous comprenez pas ou ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Mais ils ne savent généralement pas vraiment justifier. Et c'est ça tout le travail d'éducation, à mon avis, petit à petit qui se joue. Et donc sur ce genre de sujet, dans quelle mesure les parents sont capables de donner des repères justement sur des points de société qui ne sont pas forcément une évidence pour tous. Et c'est vrai que mettre des mots un peu en contradiction par rapport à ce qu'ils entendent au quotidien, ça les titille un peu, ça leur met en avant qu'il n'y a pas une pensée unique justement sur ces sujets. Et la variété des pensées permet justement après de poser un choix. Et moi, mon grand drame, je pense, c'est le manque d'explication, le manque en tout cas de réflexion qu'on apporte à ces jeunes, parce que en fait, la guerre des sexes, on choisit d'une certaine manière de rentrer dedans. Vous voyez, moi, je refuse absolument de rentrer dans une guerre des sexes. J'ai absolument aucun problème avec les hommes. Je suis pleinement femme et mon positionnement ne me fait pas craindre l'homme d'une certaine manière ou ne me fait pas rentrer dans une espèce
espèce de guerre d'ego même entre l'homme et la femme. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement de montrer qu'il existe une manière de se positionner vis-à-vis de l'homme, notamment, qui peut être une espèce de guerre. Voilà. Mais autant en prendre conscience, en fait. Déjà, c'est expliquer ça, c'est déjà une manière de permettre une forme de choix. Est-ce que je veux rentrer dans cette guerre des sexes? Est-ce que ça correspond à mes aspirations profondes? Ou est-ce qu'il y a une autre manière d'exister? Ouais, c'est pour ça que je suis très contente qu'on ait cette conversation toutes les quatre, si elle peut soutenir nos auditeurs, nos auditrices, qui ne se reconnaissent absolument pas dans le ton donné par les féministes qui tiennent le haut du pavé. Nous ne nous reconnaissons pas et nous avons même l'impression qu'elles trahissent une part de nous et de ce que nous voulons transmettre. Thérèse, qu'est-ce que vous voudriez ajouter sur ce point donc de l'éducation dans ce contexte très hypersexualisé, lutte des sexes? Quelles sont les réactions que vous entendez? Dites-nous. Justement, moi j'aurais complété en parlant de la formation, se former pour ne pas se laisser déformer tout simplement et apprendre à se connaître. C'est des choses qui paraissaient peut-être évidentes quelques années avant, mais on en a un peu parlé tout à l'heure, le cycle féminin par exemple, le fonctionnement du corps, en quoi en tant que femme je suis différente d'un homme. Toutes ces choses-là, voilà, prendre le temps déjà pour soi-même, de mieux se connaître, de l'explorer et de savoir en tirer le meilleur parti dans notre vie. Et j'allais dire, plutôt que de se positionner toujours comme des victimes, comme veut nous pousser à le faire en fait le féminisme à l'heure actuelle. Voilà, les femmes sont toujours les victimes sur tous les plans. Voilà, au contraire, se dire, je suis femme, j'assume ma féminité. Ma féminité vient avec ses qualités, ses défauts, peut-être des choses plus sympathiques, moins sympathiques, peu importe. Mais voilà, en tout cas, j'embrasse ma féminité, je l'assume pleinement et je suis prête aussi à l'être. On peut pas transmettre la féminité, mais en tout cas, à travers notre exemple, voilà, si chacune déjà travaille sur elle-même, être un exemple pour les autres, que ce soit voilà nos enfants, nos proches, nos collègues. Je le vois sur les réseaux sociaux et sur Femmes à part, tous les commentaires et les témoignages que je reçois de femmes qui justement se sont laissées toucher par un aspect ou un autre, parce que voilà, j'évoque pas mal de sujets, mais parfois ça va être, je ne sais pas, un article sur le maquillage ou sur la beauté au naturel qui va un peu plus les toucher ou les attirer. Elles vont tomber dessus par hasard et puis après elles vont explorer le reste et puis en fait elles vont se rendre compte que voilà, la féminité c'est beau et qu'on peut avoir un modèle féminin totalement différent de celui que nous propose la société et pour autant être épanouie, être heureuse, ne pas écraser les hommes, ne pas non plus revendiquer sa féminité. J'allais dire, c'est un travers aussi dans lequel on peut tomber dans notre société, d'être un peu en train de dire que la femme est toujours parfaite, que la femme est la meilleure. Voilà, il ne s'agit pas de ça, c'est juste voilà, revaloriser le féminin, mais tout en revalorisant aussi le masculin. Un équilibre, tout simplement. Anne Troubi. J'aimerais juste ajouter qu'effectivement, ce qui sort de ça, c'est que c'est la solitude des parents. Aussi, normalement, on est censé être porté par une société qui a une dimension communautaire avec laquelle on partage des valeurs. Et c'est là où, en fait, il faut vraiment pas hésiter, chacun là où on est, à intervenir. Les éducateurs ont aussi une mission. Je veux dire, ce que vous faites, Anne-Sixtine, est la preuve que les fameux cours d'éducation affective, sexuelle, etc., peuvent être la porte ouverte si on met un pied dedans à des contenus intéressants. Faut entrer dans chaque brèche. Donc, ça peut être l'occasion d'aller fournir des vraies réponses. Je pense à l'âge de l'adolescence notamment, où les enfants vont chercher des réponses ailleurs, mais les parrains, les marraines, tout l'entourage, les frères, enfin les oncles et tantes, etc., ont des réponses qu'ils peuvent donner. Les éducateurs à l'école, évidemment. Et puis moi, je sais ce que je dis dans mon enquête. C'est aussi cette petite recherche Google d'une jeune fille qui va chercher des réponses sur Internet. J'espère qu'elle va tomber sur le blog de Thérèse ou notre chaîne YouTube, plutôt que de tomber sur les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, par exemple. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à entrer dans cette perspective éducative, même quand on n'est pas soi-même parent, et puis parce que ça donne des billes aux parents aussi, qui ont besoin de se former. Et puis surtout, en fait, je pense vraiment qu'il est nécessaire de rappeler aux parents, et même si je ne le suis pas, je me rends compte à quel point je sers de tiers dans cette mission éducative des parents. Mais les parents sont les premiers éducateurs, en fait. Et c'est vrai que ça demande du travail, en fait, d'accompagner son enfant dans toutes les périodes de sa vie, notamment l'adolescence, qui est quand même une période de construction où se passe, outre la puberté, donc toute l'évolution du corps, tous les changements radicaux qui vont faire que ces enfants vont être capables
d'être papa ou d'être maman, ce qui est quand même un changement radical. On a tendance à le mettre un peu comme si c'était une étape banale. C'est quand même une étape où après il va y avoir des responsabilités, et justement dans la sexualité, dans la manière de vivre la relation à l'autre, etc. Et c'est vrai que parfois, moi j'aime bien mettre en avant quand même le rôle des parents sur ce point, et les autres éducateurs c'est très bien, mais c'est insuffisant. En fait, les parents sont au quotidien avec leurs enfants. Les enfants sont des éponges, donc ils vont accueillir tout ce qui est vécu à la maison. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on donne ? Et vous le disiez un petit peu, Anne Troubi, qu'est-ce qu'ils vont retenir de la relation entre les parents, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils vont retenir du rapport au corps qu'ont les parents vis-à-les de leur conjoint, par exemple, etc., etc. Tout ça, ça donne une influence, en fait. C'est soutenir les parents, leur donner des clés, leur redonner le sens de leur mission, qui est quand même, enfin je sais pas, quand on est parent, moi je suis plus âgée que vous, je peux vous dire que avec le recul, je me dis c'est dans l'éducation affective que j'ai eu le plus de bonheur à transmettre et les plus grandes joies avec mes enfants, c'est vrai. Ce rôle est magnifique. Je voudrais vous partager une crainte à toutes les trois. Donc vous savez que vous faisiez allusion à Anne Troubi très gentiment à mon travail de sélection de livres pour 1, 2, 3 loisirs. Donc nous recevons énormément de romans jeunesse, de romans pour les adolescents, des documentaires, dans les romans pour les petits. Dans tout, vous n'imaginez pas la puissance idéologique féministe, mais partout. Et j'ai des retours de jeunes lecteurs qui me disent « Non, ce roman, j'ai pas tellement aimé. Et puis franchement, c'était tellement féministe. » Vous voyez, ça commence à sortir. Il commence à en avoir un peu assez. Et du coup, comme les néo-féministes que vous décrivez, Anne Troubi, ont pris toute la place, finalement, lorsqu'elles sont excessives, lorsqu'elles sont insupportables, eh bien, les jeunes ont tendance à tout envoyer balader. Et c'est exactement pareil pour l'écologie. Trop d'écologie, de messages, de matraquage, ils commencent à avoir envie de tout envoyer balader. Et nous, je pense que nous allons tout y perdre si nous n'y prenons pas garde. Je ne sais pas si c'est parce que je vois ça de mon point de vue bouquin, etc. Et ça me touche énormément. D'autant plus que je pense que ça fait le lit de l'islam qui nous arrive avec une idéologie toute construite. Je sais pas, je le sens extrêmement fortement. Donc ça, je vous le livre à toutes les trois. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vois ça dans la question précédente que vous posiez sur l'éducation des sexes. C'est-à-dire que je vois des parents qui se crispent sur des comportements d'enfants de 2 ans justement en les sexuant à l'excès. Ou alors, dans les relations homme-femme, ça devient Bobonne doit faire la vaisselle et puis moi, je vais chasser le bison, etc. Il y a une subtilité, normalement, dans le vécu de la féminité et de la virilité qui est quand même bien plus large que ça, et c'est normal comme réaction, c'est-à-dire que face à tout le matraquage qu'on subit, il y a une réaction épidermique qui est non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Bon, c'est normal, c'est normal. Mais sur les retours, on a envie de dire noir, enfin, voilà. Mais de l'importance vraiment d'aller donner des outils intellectuels du plus. Il s'agit pas d'aller faire des cours de philo ni aux parents ni aux enfants ni à tout le monde, etc. Mais juste quelques bases intellectuelles pour cadrer le sujet, parce qu'en fait, sinon, on part sur des réactions épidermiques qui sont effectivement, comme vous dites, extrêmement délétère. C'est déjà le cas dans une certaine mesure dans nos milieux, et puis on le voit avec les conversions à l'islam, et qui attire aussi à cause de cette question des rapports hommes-femmes, très clairement, parce que c'est des stéréotypes d'hommes virils, etc., de femmes soi-disant féminines et soumises, avec des rôles extrêmement caricaturaux, qui ne sont d'ailleurs pas du tout une division des sexes européenne. Oui, ça respecte la différence des sexes. C'est pas notre civilisation, c'est pas notre culture. Ce n'est pas ce que nous montre, par exemple, tout notre héritage pictural. Quand on veut bien regarder les... Moi, je fais une différence intellectuelle entre le fait de reconnaître une différence des sexes, c'est simplement, qui peut être biologique, qui peut être plus, etc., et la manière de l'exprimer socialement et politiquement. Et c'est là où intervient la complémentarité, qui, à mon sens, est la spécificité de l'héritage européen. Parce que la différence des sexes, on le voit dans toutes les civilisations, la complémentarité des sexes, c'est un peu différent. Voilà, là je peux renvoyer à la magnifique histoire des femmes de Bardèche, mais oui, il y a une réaction épidermique qui est extrêmement dangereuse, qui est une tentation, même pour les défenseurs de la complémentarité des sexes. Alors Thérèse, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser cette réaction épidermique ?
Comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà tout simplement se connaître et se former et vraiment réapprendre à tout simplement accepter, voilà, la façon dont nous sommes. Et comme le dit Anne Trouby, c'est vraiment, ça n'est pas une limitation, ça ne va pas nous limiter. C'est-à-dire, c'est comme si un peu on va poser un cadre, mais dans le cadre, on reste très libre. On va, j'allais dire, exprimer et épanouir notre féminité, chacune un petit peu à notre manière. Voilà, ça n'empêche pas. Je pense qu'il faut vraiment essayer de faire comprendre cette notion de liberté. J'en parle très souvent dans mes conférences, de dire que voilà, la liberté, ça n'est pas je fais ce que je veux, mais comme le disait Anne-Sixtine tout à l'heure, je pose un acte et je choisis ce qui est bon pour moi, librement. Voilà, tout simplement. Anne-Sixtine, dans vos conférences, vous sentez, vous, que les jeunes en ont assez, ils ont tendance à repartir 100% en arrière? Dites-nous, comment vous le sentez, ça? Alors, moi, c'est vrai que j'ai tendance à voir plutôt le côté féministe qui ressort justement parce qu'ils sont dans une société où on leur parle uniquement ce dialogue, cette manière de penser. Donc, c'est vrai que j'ai du mal parfois, et c'est moi qui suis plutôt en contradiction parfois avec cette manière de penser, ou en tout cas qui apporte une espèce de réflexion. Mais c'est vrai que là, moi, j'avais surtout tout ce que vous venez de dire sur l'opposition qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme, la manière de percevoir les relations. Moi, j'ai quand même vraiment creusé la question de la pornographie, justement, et tout cet engagement à travers l'association Déclic que j'ai fondée avec Maria Hernandez-Mora. Dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et bien, cette question de la pornographie qui est vraiment prégnante dans notre société a comme impact, justement, de montrer et d'influencer les jeunes dans leur construction personnelle avec des relations extrêmement de domination, extrêmement violentes, et voilà, et dans lequel la vision de la femme, la vision de l'homme également, la vision de la relation, la vision de la sexualité sont extrêmement biaisées. Et c'est vrai que cette influence de la pornographie qui s'est décuplée avec l'arrivée d'Internet, on parlait du néo-féminisme à l'assaut d'Internet, mais je pense que la pornographie est aussi un des points où Internet a été un vecteur, mais vraiment exponentiel, enfin avec une croissance exponentielle dans la consommation de ce genre d'images, et donc dans une croissance exponentielle de l'influence de ce genre d'images dans l'éducation des enfants, qui, rappelons-nous, il y a quand même 800 000 sites pornographiques dans le monde. 800 000, ça veut dire que n'importe qui peut être confronté à ce sujet et doit avoir à un moment donné un choix à poser. Est-ce que je consomme ou pas ce genre d'image? Et si j'en consomme, quelles sont les conséquences sur ma manière d'être? Et vous voyez, c'est tout l'enjeu de l'association Déclic, justement, de rappeler un peu tout ce contexte, voir l'influence que ça peut avoir et justement aussi l'influence sur le regard féminin, sur le regard masculin, etc., sur le regard réciproque, la complémentarité entre l'homme et la femme. Chère Thérèse, nous allons vous libérer, parce que je crois que vous avez des impératifs. Thérèse, merci beaucoup d'avoir été présente. Donc vous êtes, je le rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, créatrice du blog Femme à part. Créatrice, nous n'en avons pas parlé, mais allez voir, chers auditeurs, de la collection de robes Femme à part. Auteur de La féminité, moyen d'apostolat aux éditions Saint-Rémy, saintrémy.fr. Pour vous contacter, thérèse@femmeapart.com. Écoutez, j'engage vraiment les auditeurs à aller faire connaissance avec tout ce que vous faites. Et puis, bien, nous vous souhaitons un très bel été. Merci beaucoup d'avoir été présente avec nous, Thérèse. Merci de m'avoir invitée et puis bonne continuation d'émission. Merci beaucoup. Au revoir, Thérèse. À très bientôt. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, à nouveau dans le studio du Libre Journal de la Transmission, Valérie Daubigny au micro. Je reçois pour cette dernière partie Anne Trouby et Anne-Sixtine Perardel qui sont toujours là. Anne Trouby, présidente et fondatrice des Antigones. Anne-Sixtine Perardel, conseillère en vie affective et sexuelle, auteure de Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir. Vous étiez venu nous en parler. On avait une émission là aussi très très concrète avec des outils. Et puis Anne Trouby, nous avons plusieurs fois évoqué déjà depuis le début de l'émission le néo-féminisme à l'assaut d'Internet, préface de Claude Cholet, aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors j'attire l'attention de nos auditeurs sur le prix de ce petit livre, 4,90 €. Donc autant vous dire, c'est un livre outil que l'on offre, que l'on disperse, que l'on ventile. Et voilà, et ce sont de bons formats. J'observe qu'il y a beaucoup de formats maintenant comme ça, donc des petits livres pas chers, des petits essais qui sont percutants
et qui sont des outils de travail et de communication. Donc vraiment excellent, avec une couverture percutante elle aussi. Nous avons abordé déjà pas mal de sujets liés à la féminité, à l'éducation, à la complémentarité. Nous avons eu Thérèse de Femme à part au téléphone qui nous a laissé. Alors pour la dernière partie de notre émission, j'aimerais bien qu'on la reprenne en prenant peut-être de la hauteur dans le temps et en observant dans le temps long cet équilibre homme-femme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent dans une impasse. C'est la guerre des sexes, il y a des incompréhensions. Nous manquons de mots. Anne-Sixtine Perardel, les jeunes manquent de mots pour nuancer les choses. Bref, on a tout ce contexte-là. Mais si l'on observe l'histoire, moi je voudrais vous demander à toutes les deux, à votre avis, à quel moment de notre histoire, dans notre civilisation, nous avons été proches de quelque chose qui s'approchait d'un équilibre? Je n'ose pas dire le mot parfait, parce qu'on sait bien que ça n'est pas le cas, mais quand avons-nous été proches de quelque chose d'équilibré? Anne Trouby, les Antigones. C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que j'essaie d'explorer un peu en ce moment cette dimension historique en fait de la complémentarité qui, je le disais un peu plus tôt, est vraiment une spécificité européenne dans le vécu de la différence homme-femme. Et je pense qu'on a vraiment une richesse insoupçonné dans notre héritage européen, surtout que justement le féminisme il naît dans un contexte, celui du 19e, qui est un contexte extrêmement misogyne, et on a tendance dans le discours général, en fait dans l'imaginaire des gens, à limiter l'histoire des femmes à ce qu'elles ont vécu au 19e, c'est-à-dire effectivement avec le code napoléonien qui est pas très en faveur des femmes, avec des libertés extrêmement restreintes, avec un modèle bourgeois prédominant qui d'ailleurs ne correspond pas forcément à la réalité vécue des femmes. Moi l'époque qui m'intéresse le plus, qui évidemment n'est pas parfaite comme toutes les autres, c'est l'époque féodale. Alors, c'est large, hein, c'est très large. Ce qui m'intéresse, c'est que pourquoi est-ce que certaines époques peuvent nous apprendre, pour résumer, c'est parce qu'en fait ce qu'on cherche c'est pas quelque chose d'idéal, on refera jamais la même chose avec les mêmes ingrédients. Ce qu'on cherche c'est quelles seraient les structures sociales en termes politiques et d'organisation sociale qui pourraient permettre à chacun de donner en toute liberté le meilleur d'eux-mêmes ou pas, et quand ce n'est pas le cas, d'avoir des moyens d'empêcher, entre guillemets, le mal de se diffuser. La société féodale, moi, elle me plaît. Pourquoi ? Parce que le modèle, la structure politique est basée sur le principe de la subsidiarité, et ça, c'est à mon sens, c'est l'héritage qu'on essaie de défendre avec Antigone, la structure la plus juste. Pourquoi ? Parce qu'elle part de la base, le couple homme-femme en tant qu'il est fécond, tant qu'il est potentiellement fécond, et donc la famille, et c'est la base de la société, et c'est la famille, et notamment qui repose sur l'autorité du père de famille, qui délègue ensuite à chaque échelon du politique son pouvoir. Le pouvoir de l'État n'étant justifié que par l'existence de ce pouvoir du chef de famille, qui n'existe que par l'unité avec le féminin et par le fait que justement ils sont potentiellement féconds. Donc ça me semble extrêmement riche. Et par ailleurs, là je reviens à une référence que j'ai citée tout à l'heure, qui est celle de Bardèche, qui explique très bien en fait, si vous voulez avoir la substance civique moelle, parce que c'est un pavé monstrueux, ne lisez que les conclusions et oubliez que je vous ai dit ça. Bardèche, l'histoire des femmes, tout simplement, un livre qui n'est pas toujours aisé à trouver, mais qui est vraiment excellent, hein. Et comme ça, on peut faire l'économie du Duby sur le sujet. Ouais. Et là-dedans, donc la conclusion est extrêmement intéressante d'un point de vue politique. La conclusion du tome 2, parce qu'il observe du point de vue du vécu des femmes chaque type de régime. Et il explique une évolution historique. Et donc pour lui, dans la féodalité, toute femme légitime est reine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fiefs, on pense qu'il n'y avait que les seigneurs qui avaient du pouvoir. Mais non, il y avait les fiefs, il y avait les privilèges corporatifs, il y avait les maîtrises, tous les bénéfices, tous les offices. Tout ça sont des fiefs sans dotation territoriale. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que la société féodale est une société donc de propriétaires, une hiérarchie de privilégiés qui unit, donc là je cite, le plus humble bénéficiaire aux seigneurs qui les cumulent. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ne sont pas alloués à un individu, mais à une famille, une unité familiale, c'est-à-dire qu'en tout, c'est ce que dit Régine Pernoud, hein, en l'absence ou en incapacité pour X raisons, parce qu'il est parti à faire autre chose, du chef de famille,
c'est la maîtresse de maison qui signe les documents. On a des contrats mais avec des sommes faramineuses signées par des femmes. Ça ne pose aucun souci puisque voilà, il y a cette unité de la cellule familiale et toute cette souveraineté qui peut être qui est allouée en nom propre au père de famille est allouée à voilà, une cellule familiale dans son intégralité. Et c'est vraiment un vrai respect de la complémentarité des sexes à tous les niveaux de la société. Je note aussi que c'est une société dans laquelle les femmes ont leur mot à dire en termes politiques, en termes économiques, tout en respectant en fait leur rôle aussi au sein de la famille. C'est-à-dire que par exemple le travail féminin se fait majoritairement au sein de la cellule familiale, du foyer en tant qu'espace géographique. C'est-à-dire que même les premières manufactures à la fin du Moyen-Âge, c'était des choses, des activités qui se faisaient dans le foyer et qui se répartissaient dans le village. On assiste à une vraie différence au moment où on sort en fait pour des besoins de rentabilité économique et d'organisation technique du travail, les femmes de leur foyer pour les mêmes activités, attention, il n'y a rien de nouveau, mais pour des salaires moindres et là, on commence à dissoudre la cellule familiale. Et lui, il fait un énorme lien avec, d'une part, et puis je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à m'emballer. C'est très intéressant, Anne Troby. Il fait un lien, d'une part, avec l'émergence, enfin, en termes de régime politique, d'une certaine forme de technocratie, avec le passage par les monarchies absolues qui maintiennent, en fait, ces structures familiales, mais de manière très symbolique et plus aussi réelle. Et ensuite, ce qu'il explique, c'est dans les régimes parlementaires et les démocraties, en fait, il y a une montée en puissance de la technocratie qui confisque le pouvoir à la fois aux hommes et donc aux femmes, et que les femmes associées au pouvoir qu'on trouve, en fait, c'est tout simplement les maîtresses qui n'ont plus aucun pouvoir. Et à partir du moment où les hommes n'ont plus de pouvoir, les femmes n'en ont plus, ce qui est très intéressant, parce que c'est un équilibre. Et il fait aussi un énorme lien avec la montée en puissance du capitalisme. Donc, en fait, la technique à appliquer aux politiques et la technique à appliquer à l'économie. Et là, moi, je me permets un lien personnel avec Bardèche, qui est effectivement entre Bardèche et Bernanos, qui est l'importance de la technique sur nos vies et qui vient en fait séparer les êtres humains les uns des autres et donc l'homme de la femme. Casser l'unité. Voilà. Anne-Sixtine Perardel, quel est votre point de vue vous-même ? Alors c'est vrai que tout l'aspect féodal a permis est souvent caricaturé aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une époque qui est extrêmement riche. C'est vrai que moi je vais même remonter encore plus loin, parce que je crois que c'est dans le christianisme en fait qu'on a retrouvé cet équilibre, et la subsidiarité a déjà été vraiment un des points mis en évolution, en tout cas dans le christianisme. Moi, ce qui me marque, notamment une des figures marquantes du christianisme, c'est dans les premiers temps une femme qui s'appelle Lydie, qui est citée dans la Bible justement comme étant une personne de référente, première femme baptisée et première femme responsable de communauté. On dit d'elle qu'elle vendait des tissus, qu'elle était responsable de sa communauté. Et c'est vrai que c'est à une époque où justement la place de la femme n'était pas forcément celle qu'on avait en premier. Et pourtant, dans le christianisme, on a justement cet apport, cet équilibre où la place de la femme comme responsable de communauté ne posait pas un problème en tant que tel. Loin de moi l'idée de revenir à ce que vous disiez justement, de remettre en question le problème que la rupture finalement avec le foyer a été posée, l'éloignement de la femme par rapport au foyer, je pense, a été un vrai basculement dans le rapport entre l'homme et la femme, où finalement le rôle de l'homme comme aussi, comme on disait, chef de famille, mais aussi responsable finalement du bien-être, de l'aspect matériel aussi, peut-être de la famille, va s'équilibrer peut-être avec la femme, mais va presque passer à l'inverse, où la femme va prendre une certaine responsabilité par rapport à ça, alors qu'elle a déjà d'autres responsabilités. Et c'est vrai que ce déséquilibre, je pense, n'a pas aidé à la relation, en tout cas équilibrée entre l'homme et la femme. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi de se dire que pour moi, il n'y a pas d'époque idéale, ou rechercher une époque idéale, ça va me poser un problème finalement, parce que je pense même qu'aujourd'hui, nous avons une période idéale. Et ça peut paraître absurde parce qu'on vient de taper sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de choses, le féminisme, etc., extrêmement prégnant. Oui, et en même temps, d'un point de vue scientifique, par exemple, les neurosciences, la psychologie, les outils de communication pour le rapport homme-femme, la compréhension
compréhension du corps féminin, du corps masculin, la grande connaissance des besoins humains. En tout cas, c'est tous ces sujets sur lesquels moi je travaille au quotidien. J'ai un émerveillement pour tout ce savoir scientifique qui n'était pas connu à cette époque. Il y avait peut-être un peu de bon sens, mais il y avait aussi énormément de choses dont on ne mesurait pas l'importance. Et je pense que toutes ces connaissances actuelles font en sorte d'avoir les outils pour s'équilibrer justement et trouver, ça demande du travail, ça demande de creuser, mais je crois que nous avons aujourd'hui tous les éléments pour avoir cet équilibre homme-femme et qui demande de travailler, mais en soi, non, mais vous avez raison, là, en fait. Vous avez raison. Notre époque est merveilleuse par tous ces outils qu'elle apporte, mais notre époque est totalement déséquilibrée, elle est très incohérente. On a perdu la cohérence, tout est désuni en somme. Hein. Et moi, j'aimerais vous demander aussi à toutes les deux, à votre avis, quels sont les moyens pour revenir à du vrai, du solide, à du sensé, à remettre un peu les choses à l'endroit. Donnez-nous des moyens, des clés. Anne Troubi. Justement, je vous rejoins sur le fait qu'il n'y a pas d'époque idéale. Revenir à du bon sens, c'est déjà arrêter d'avoir peur de ses opinions, de peur de ce qu'on trouverait, de ses intuitions. Enfin, en général, les intuitions de bon sens, il faut les suivre. Et je pense que renouer justement avec tout cet héritage. Moi, ce qui m'intéresse dans l'héritage historique, c'est quoi ? Voilà, l'idée, c'est quoi ? C'est demain. Donc, qu'est-ce qu'on prend dans notre époque et de quelles leçons on peut tirer de l'histoire ? Voilà. Ce que je disais sur la société féodale, évidemment qu'on n'y revient pas, mais par contre, voilà, il y a des structures politiques. Et aujourd'hui, du coup, ça se traduit comment ? Ça se traduit par exemple par le fait de défendre de la subsidiarité, donc plus de pouvoir aux échelons locaux. C'est tout à fait reproduisible et adaptable à notre époque. Donc il s'agit de prendre le meilleur de chaque leçon qu'on peut avoir de l'histoire et puis de la géographie aussi. Et je pense que pour un renouveau de bon sens, il y a justement... C'est cet héritage qu'on peut avoir de chacun faire ce qu'il a à faire à sa place, qu'on peut appeler chez les catholiques le devoir d'État. Mais justement, ce devoir d'État, il a aussi je pense, une portée politique et sociale. Mm-hmm. C'est-à-dire que quelle est ma place dans la société ? Qu'est-ce que je peux apporter à d'autres du point de vue des valeurs et de la vision du monde, surtout. C'est plus que des valeurs. Et l'éducation au bien commun. On en a souvent parlé dans cette émission ici. Ça, c'est une clé capitale. Et effectivement, si chacun à sa place fait ce qu'il a à faire, déjà nous avancerons d'un grand pas. C'est-à-dire que ne pas se défausser de ses responsabilités à cause notamment de l'époque, du fait que mais bon, il faut que je garde mon travail parce que j'ai responsabilité assumée. Mmh. Oui, mais de toute façon, je ne vais pas investir cette place en politique parce que de toute façon ça ne servira à rien puisque l'échiquier politique est pourri, etc. Non, il y a une chose à faire à chaque place et si chacun le fait, tout le monde s'en portera mieux. Donc effectivement, et à partir de là aussi se constituer en communauté pour pouvoir se donner les moyens aussi en tant que groupe constitué de peser dans la société et de la faire avancer dans le bon sens. C'est-à-dire qu'un gros avantage, je pense, de tous les militants de gauche et d'extrême gauche, c'est qu'ils se sont déjà constitués en communauté formelle et informelle. Hein. On le voit dans tous les terrains, comme par exemple Notre-Dame-des-Landes, etc. C'est que du coup, ils ont des ressources en interne pour avoir des réponses adéquates à chacune de leurs questions. Évidemment, il y a tout ce que j'explique dans le néo-féminisme à la son Internet, mais il y a aussi très concrètement, par exemple, le fait que dans chaque dimension du quotidien, ils peuvent avoir des médecins qui partagent leurs valeurs, des professeurs qui partagent leurs valeurs, ils peuvent avoir des producteurs qui partagent de fruits, de légumes, etc., qui partagent leurs valeurs. Ce que vous montrez là, Anne Troubi, c'est aussi la puissance des corps intermédiaires. Et c'est sur eux que l'on tape en ce moment. Exactement. Et je pensais, nous on avait publié un article d'ailleurs sur la question du Covid en disant, donner les moyens à chacun de prendre ses responsabilités à sa place, de faire le choix pour soi, pour ses proches, etc. De donner les moyens aux médecins d'exercer, aux maires de mettre en place les mesures qu'ils jugent bonnes chez eux, plutôt que d'imposer une chape de plomb à tous. Et moi je prends un exemple très féminin par excellence, mais par exemple quand on cherche à avoir une grossesse et un accouchement naturel, il y a des réponses extrêmement politiques qui se proposent dans les personnalités qui sont là et qui sont généralement des personnes très engagées justement à gauche ou à l'extrême gauche pour par ailleurs souvent de très bonnes raisons et c'est très rare que ce soit des personnalités de droite ou d'extrême droite qui fassent ce genre de démarche. Voilà. Ouais, on a donc c'est intéressant de se constituer grands champs aussi à explorer et en effet en nous serrant les coudes on y revient.
On l'a déjà évoqué tout à l'heure, effectivement. Nombre fait la force. Ouais, exactement. Et l'union des femmes, elle peut être toute puissante. Mais véritablement, les mères dans les cités, les mères, voilà, ça, moi j'y crois beaucoup. Moi, je suis souvent déçue, mais j'y crois beaucoup. Anne-Sixtine Perardel, dites-nous, vos clés pour un renouveau du bon sens dans tout ça. Moi, c'est vrai que je vais me positionner du coup sur le point de vue éducatif, vraiment sur ce que je connais, on va dire, en tout cas par rapport à tous ces jeunes que je rencontre. C'est vrai que ce bon sens, en fait, il s'éduque. Ce regard sur la vérité, cette interrogation, en tout cas cette remise en question sur ce qu'on reçoit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on vit, eh bien, je pense que c'est en fait retrouver une certaine forme d'intériorité qui n'est pas du tout transmise à ces jeunes. Et quand je parle d'intériorité, c'est pas juste une question de foi, c'est une question d'intelligence, une question d'intériorité des émotions aussi. Vous voyez, moi, je suis une obsessionnelle sur la question des émotions. Je transmets énormément cette capacité à apprendre à mettre des mots justes, des mots précis sur ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, justement parce que c'est une des clés essentielles pour comprendre ce qui se passe chez l'autre et être capable de répondre aussi à ses besoins, à sa manière de vivre et à simplement aussi avoir cette connexion, ce cœur à cœur entre les personnes. S'il n'y a pas d'émotion, il ne se passe rien en fait. C'est comme si on avait une espèce de communication factuelle. Voilà, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'avais une émission de radio et puis après j'ai eu ça. C'est très factuel, mais du coup, on ne n'unit pas les personnes à travers ça. Alors que la communication émotionnelle, ce qu'elle va donner, c'est justement cette capacité à montrer en quoi vous vivez quelque chose, une expérience unique, et comment l'autre, du coup, va pouvoir percevoir, comment va pouvoir recevoir ce que vous vivez. Et ça, cette connexion, elle se joue à travers la beauté, à travers le théâtre, la musique, la danse, la nature. Enfin, c'est une richesse, un émerveillement qu'on a, à mon avis, le devoir de transmettre aux enfants dès le plus jeune âge, parce que c'est vraiment une question d'habitude aussi. On habitue plus facilement un enfant qu'un adulte, et on change plus facilement les habitudes d'un enfant que celles d'un adulte. Eh bien, je pense que cette question de la transmission dont vous parliez, Anne Troubi, elle se joue aussi à travers cette éducation et cette maturité affective qu'on permet à l'enfant de plus en plus tôt. Et c'est pas forcément si compliqué que ça, mais encore faut-il avoir le vocabulaire simplement émotionnel, par exemple, pour mettre des mots sur ce qu'on vit à l'intérieur de soi. C'est les mots que l'on vit, pour décrire ce que l'on vit à l'intérieur de soi, vous les donnez dans votre livre « Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir ». Rappelez-nous votre éditeur. C'est Artege. Artege. Voilà. Vraiment un très bel outil que vous conseillez à partir de quel âge ? Je vais dire à tous les âges, c'est-à-dire pour les parents des jeunes enfants, comme des clés vraiment concrètes de ce que je considère être fondamental pour justement développer la maturité affective de son enfant. Mettre des mots sur les émotions, ça s'apprend à 3 ans. À partir du moment où l'enfant sait parler, même avant, l'expression de la colère, l'expression même des émotions négatives et parfois pas toujours évidentes, eh bien apprendre ces mots-là, c'est vraiment déjà aider l'enfant aussi à accueillir ce qui se passe, toute cette richesse intérieure qu'il a. Et puis, on va dire que pour donc en dessous de 12 ans, à faire avec les parents, ou en tout cas c'est les parents qui vont prendre cette transmission en charge. Et puis à partir de 12 ans, et pour les adultes aussi, enfin vraiment il plaît tout autant à des personnes de 35, 40, 45 ans, parce qu'il revient sur des fondamentaux qu'on a finalement très peu transmis et qui, en travaillant sur tout ce qui va être estime de soi, confiance en soi, on parlait du corps notamment, il y a un exercice sur le rapport au corps, sur comment apprécier son corps tel qu'il est et retrouver cet émerveillement. Voilà, là je peux vous dire qu'il y a un champ de travail qui est immense, et je pense que voilà, c'est en tout cas un outil très concret avec des exercices, avec des questions, un peu comme un accompagnement en cabinet avec moi, mais version écrite. On peut écrire dans le livre, c'est illustré, c'est joli, j'ai eu de très très bons retours. Donc on l'avait beaucoup évoqué ensemble lors d'une émission, Anne-Sixtine Perardel, mais j'ai eu de très bons retours de jeunes professionnels, je dirais. Vous voyez, l'époque où on se pose pas mal de questions et finalement on a avancé dans la vie, mais on s'est jamais vraiment arrêté pour mieux se connaître, voir ce que l'on peut apporter au monde aussi, c'est ça. Et en fait, si dans cette éducation au bien commun, elle repose tout de même sur les talents, reconnaître ses talents. Et si on ne sait pas qui on est, on ne peut rien faire. On ne peut pas savoir. Beau, ça. C'est la beauté, je trouve, de l'éducation affective et sexuelle, c'est justement d'aider ces jeunes à avoir des clés de compréhension d'eux-mêmes. Je ne vais pas répondre à leur place. Je ne peux pas savoir comment ils se sentent. Je ne peux pas savoir qui ils sont personnellement, surtout que les rencontres
32 heures, donc c'est quand même assez limité. Et en même temps, en leur donnant ces questionnements, ce moyen, ce temps en tout cas de questionnement, c'est ce qui fait qu'ils ressortent en général, ils ont l'impression, souvent les expressions c'est je me sens grandi, je me sens plus mature, je me sens plus épanoui, je me sens plus heureux parce que j'ai découvert des choses sur moi. Et ça c'est pour moi la meilleure des éducations, c'est celle où vraiment ils vont creuser, ils vont découvrir à quel point ils sont incroyables. Pour continuer et peut-être achever malheureusement cet entretien qu'on voudrait poursuivre indéfiniment, j'aimerais bien vous demander à toutes les deux comment vous voyez l'évolution des équilibres hommes-femmes dans les décennies qui viennent en France. Je dis en France parce qu'on est tellement imprégné de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que on va continuer comme ça à importer des idéologies qui ne sont pas nées chez nous et qui nous polluent fortement? Comment toutes les deux, là où vous êtes, comment percevez-vous l'avenir? Anne Troubi, mais je ne vous demande pas de faire la... Je ne suis pas prophète, j'en ai conscience. Après, ce que je constate, qui est déjà en cours, hein, c'est un délitement de la société qui se morcelle, donc en classe sociale, en milieu, etc., et notamment en milieu sociopolitique, vraiment très, très différents et surtout très hermétiques les uns aux autres. Je pense que ça, c'est un fait sur lequel il est difficile de revenir. Je pense que toutes ces tentatives de redonner une unité nationale sont extrêmement difficiles si elles ne sont pas appuyées sur des communautés vivantes. C'est-à-dire que ça me semble pas impossible, mais ce qu'on tente de faire à l'heure actuelle, c'était dans la fameuse loi là, sur la loi séparatisme, avec la question de la liberté d'instruction, de laquelle on a parlé en tout début d'émission. Moi, ce qui m'a choqué quand j'ai entendu les débats, c'est que les défenseurs de la liberté d'instruction se basaient sur quoi? Sur le principe républicain. Mais ça n'a rien à voir avec la République. Enfin, je veux dire, c'est juste une base de la politique, et une base de la société juste, mais la République n'a rien inventé. Il faut arrêter de nous mettre la République à toutes les sauces, surtout qu'en fait ça donne finalement pour essayer d'assurer un semblant de cohésion sociale des mesures extrêmement coercitives. Les obligations scolaires en font partie. C'est une tentative désespérée de fournir du commun aux enfants. Mais enfin ça marche pas, ça ne marche pas, c'est artificiel. Si c'est pas appuyé sur des traditions vivantes, sur un vécu, puis un vécu dans tout ce qu'il a de plus charnel et quotidien, c'est-à-dire effectivement sillonner les mêmes endroits de France en vacances, reconnaître des lieux, reconnaître des musiques, reconnaître une cuisine tout simplement, des mots, enfin des dates clés, repères dont on sait ce qu'elles signifient et pas juste un jour férié en plus. Bon, voilà, c'est tout ça qui va faire l'unité d'un pays. Donc je pense qu'il y a un avenir possible, des lendemains qui chantent possibles, seulement dans la mesure où nous travaillons réellement à recréer des communautés vivantes sur la base de valeurs qui soient réellement, et d'une vision du monde qui soit réellement vécue. Des communautés, je veux dire, le plus large possible. Il ne s'agit pas d'une tribu d'Indiens qui ne parle plus à personne. Hein. Il s'agit vraiment de simplement cultiver autant ces réseaux familiaux que amicaux, mais dans le sens d'une véritable dans tous les sens, incarnation, incarnée, voilà, cet amour charnel, en fait, qui se base aussi sur une vision du monde commune et pas seulement sur quelques hobbies en commun. Voilà. Exactement. Anne-Sixtine Perardel. Mais moi, très rapidement, en fait, c'est vrai que pour moi, la vision de cette évolution, c'est sûr que on continue à avoir 10 ans de retard, surtout, en fait, tout se passe aux États-Unis, au Canada, etc. en premier, puis après, on sait que dans 10 ans, on les récupère de toute façon. C'est peut-être un peu fataliste de dire ça, et en même temps, c'est très concret sur tous les sujets de transhumanisme, de féminisme, etc. Voilà, on va être très simple là-dessus. Mais c'est vrai que moi, du coup, l'évolution de l'équilibre homme-femme, en fait, je pense surtout que ça va créer une société, enfin petit à petit et de plus en plus ça va opposer ces deux types de sociétés ou ces deux types de communautés. Il va y avoir ces communautés ou en tout cas ce type de personnes qui vont réussir à découvrir qui elles sont, à être profondément unifiées, à être heureuses, à donner, à transmettre le meilleur, à s'engager, à voter, etc. Et puis il va y avoir de l'autre côté ceux qui vont plutôt avoir tendance à être dans cette consommation, cette vie un peu désintégrée, ce côté un peu dépressif, etc. Enfin, vous voyez,
où finalement la consommation va être la clé de voûte de leur système, pas forcément très édifiant, pas forcément très sensé non plus, au sens d'avoir du sens tout simplement. Et c'est vrai que l'enjeu pour moi, ça va être de trouver des moyens de toucher tout le monde justement dans cette vision où voilà, une personne est extraordinaire, dans quelle mesure elle sait qui elle est profondément incroyable et qu'elle mérite d'être heureuse, elle mérite qu'on l'aide, qu'on l'accompagne dans sa construction justement pour prendre des décisions qui soient non pas une manière de subir sa vie, une manière d'être, oui, redevenir acteur. Complètement. Et acteur dans sa propre vie, dans sa vie de famille et dans sa vie de société, enfin au sens de société aussi, pour le bien commun en fait. Quand on parle de la France, c'est justement, si déjà je ne tire pas ma place, et ce que vous disiez Anne-Troubi, si je ne tire pas ma place dans ma propre manière de vivre, ensuite dans mes relations et ensuite dans la société, en fait on n'aura rien à la fin. C'est la subsidiarité en acte. La subsidiarité en acte. Merci infiniment à toutes les deux. On pourrait vraiment poursuivre longtemps. Donc je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'ai eu le grand plaisir de recevoir Anne-Troubi, présidente et fondatrice des Antigones, auteure du néo-féminisme à l'assaut d'Internet aux éditions La Nouvelle Librairie, 4,90 €. Vous pouvez retrouver Anne-Troubi sur tous les moyens de communication des Antigones, la page Facebook, la chaîne YouTube, à laquelle je vous engage à vous abonner. Anne-Sixtine Perardel, conseillère en vie affective et sexuelle, auteure de Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir, aux éditions Artege. Contact anne-sixtineperardel.com et puis assodéclic.com sur la pornographie. Merci beaucoup aussi d'œuvrer dans ce sens. Merci beaucoup. À bientôt, chers auditeurs, dans 4 semaines, avec toujours une immense joie.